Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2635 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 25 octobre avec des anniversaires et tout d'abord celui de Federico Chiesa, le joueur de la Juventus Turin. Donc l'Italien fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui. Et également le Hongrois Dominik Szoboszlai, il fête aujourd'hui ses 23 ans, joueur de Liverpool. Et également tous ces autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme par exemple, tiens, on peut le voir, Florian Sotoka, le joueur de Lens qu'on va parler juste après, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Et bah tiens, on va parler de son club à Florian Sotoka, l'équipe de Lens qui jouait contre le PSV Eindhoven, et on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir en Ligue des Champions. Donc tout d'abord cette rencontre, donc ça s'est fini à un partout. Eli Wahi, buteur côté lensois contre un but de Bakayoko, buteur côté PSV. Donc le PSV menait 1-0 dans le match et Lens, comme souvent, parce qu'en Ligue des Champions, les 3 matchs qu'ils ont disputés, à chaque fois Lens a été mené au score. Et les 3 matchs, ils n'ont perdu aucun match. C'est quand même pas mal pour cette équipe lensoise. Donc ils ont su égaliser grâce à Wahi. Donc voilà, score final un partout entre ces deux équipes. Les statistiques de la partie, bon, la possession juste un peu plus un côté PSV. Donc le PSV, c'est 10 tirs pour seulement un tir cadré. Le but de Bakayoko, après il faut noter qu'ils ont touché le poteau en première période grâce à Lozano. Mais l'équipe de Lens, bon, c'est pas beaucoup plus de tirs cadrés, c'est seulement un tir cadré de plus, 2 tirs cadrés. Bon, après ils ont eu plus de tirs, 15 tirs, donc du coup ça fait un score plutôt logique, ce 1 partout entre ces deux équipes hier. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, version Lens de Wahi. Donc grâce à une magnifique reprise de volée, Eli Wahi, Lens arrache le match nul, reste invaincu mais perd la tête du groupe au profit d'Arsenal, vainqueur à Séville. On parlera juste après bien sûr d'Arsenal, mais nous pour l'instant on va parler de cette équipe lensoise et du magnifique but de Wahi qui devait sortir juste avant de marquer son but. Il est resté sur la pelouse et il a marqué ce magnifique but en reprise de volée. Très beau but pour l'attaquant lensois. C'est déjà son deuxième but en Ligue des Champions. Il avait déjà été buteur lors d'un match précédent. Félicitations à lui. Et comme j'ai dit, il aurait dû sortir avant la 63e minute de jeu. Eli Wahi est appelé pour être remplacé, mais finalement changement de plan. Frank Hens pense qu'il doit rester encore un petit peu. Et du coup, 2 minutes après, il est buteur, comme quoi le foot des fois se joue sur des détails, comme ça a été le cas. Et Frank Hens, à propos d'Eli Wahi qui devait sortir, a finalement marqué 2 minutes après. Il a dit, vous savez, parfois un coach a une intuition de dernière minute, de dernière seconde. Je sentais que même si ça avait été compliqué pour lui, c'est que le match a été compliqué pour lui, mais il sort avec un but qui permet à Lens de prendre un point. Donc il pouvait marquer ce but. Parfois il y a des trucs qui se passent, c'est bizarre. Et il a une très bonne intuition. Frank Hens, vu qu'il l'a laissé sur la pelouse. Et comme j'ai dit, il a été buteur quelques secondes après. Le meilleur joueur du match, c'est lui, tellement un défenseur sous-coté, ça sera très compliqué pour Lens de le garder l'été prochain, parce que je pense qu'il y aura des grosses équipes qui vont s'intéresser à son profil. C'est Kevin Danso, le défenseur autrichien, a été élu homme du match. Encore un énorme match de patron de sa part en défense centrale. Un très bon défenseur, ce joueur qui jouera certainement dans une très grande équipe européenne saison prochaine. Et par rapport à sa note dans le journal Équipe, une note de 7 sur 10, ça équivaut à un bon match de sa part. La même chose pour Gradit également. Belle partie de la part du joueur lensois. Et Kevin Danso, tiens, pour revenir sur lui, les gars, il a dit à la fin du match, c'est un peu plus facile à Bollaert quand on a des supporters comme ça. Donc les supporters du Racing Club de Lens ont encore été au rendez-vous pour cette soirée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, bien sûr, un guichet fermé. C'était le 32e match d'affilée à guichet fermé du côté de Lens. Et bien sûr, l'ambiance a été magnifique. Pour cette rencontre, c'était le 12e homme, tout simplement, des Lensois, le public, hier. Et Lens, les gars, en Ligue des Champions, c'est pas mal. N'oubliez pas que c'était dans la plus petite équipe du chapeau 4. Donc, chapeau 4, déjà, c'est l'équipe, on va dire, considérée le plus faible. Et celle qui avait le moins de points l'indice UEFA, c'est Lens. Et pour l'instant, Lens, les gars, 3 matchs, aucune défaite. C'est pas mal. Donc, une victoire contre Arsenal et 2 matchs nuls. Deuxième du groupe B, pour l'instant. Pour l'instant, c'est plutôt une réussite totale, cette équipe de Lens. En Champions League, lors des matchs aller maintenant, ça sera les matchs retour avec 2 déplacements et une réception. Et le tifo des supporters du Racing Club de Lens face au PSV pour cette 3e journée. Ultra Lens, voilà cette magnifique banderole sur le parquage des Lensois. Et côté parquage visiteur, côté PSV, donc il y a eu quelques échauffourées, donc des sièges jetés par les supporters du PSV vers ceux de Lens, parce qu'il y avait déjà plus de 2000 supporters comme du PSV qui ont fait le déplacement. Il y avait 500 hooligans.
voilà, qui étaient présents et du coup voilà, c'était un petit peu chaud. Ils ont arraché des sièges, les ont jetés sur les supporters lensois, mais bon, globalement ça s'est plutôt bien passé. Et du coup là c'était le match aller. Le match retour, ça sera dans 2 semaines, ça sera mercredi dans 2 semaines. Ça sera le 8 novembre prochain. Cette fois-ci, ça sera au PSV qui recevra à domicile l'équipe de Lens. Et n'oubliez pas que le PSV, hier, ils ont failli gagner, mais ils n'ont pas gagné. Et donc, il reste comme sur maintenant 17 matchs, vu que là, c'était une stat avant le match hier. Donc là, ils n'ont pas gagné hier. Donc, 17 matchs d'affilée sans victoire en Ligue des Champions pour l'équipe du PSV, qui va essayer de retrouver la victoire dans 2 semaines contre l'équipe lensoise. On continue, on va parler de l'autre match dans la même poule que Lens et le PSV. C'était entre Séville et Arsenal cette rencontre. Et c'est Arsenal qui s'est imposé 2-1 du côté de Séville. Martinelli, buteur. Gabriel Jesus, également buteur contre un but de Gudej, défenseur de l'équipe de Séville. Donc belle victoire des Gunners du côté du sud de l'Espagne. On peut voir les stats de la partie. Voilà, Arsenal pour moi, j'ai pas vu le match, j'ai plutôt un peu regardé Lens hier. Donc 15 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. Ils ont été plus efficaces que cette équipe du FC Séville. Félicitations aux Gunners. Et les 2 buteurs, c'est 2 joueurs brésiliens, Gabriel Jesus et un but de Martinelli. Martinelli, c'était la première fois qu'il joue en Ligue des Champions. Premier match et premier but pour lui. Donc voilà, le Brésil fait rayonner voilà, l'équipe des Gunners en Champions League. Et le meilleur joueur du match, c'est lui qui a reçu, vous savez, ce prix du meilleur joueur de la partie, c'est Gabriel Jesus. Et par rapport à ses 17 derniers matchs en Ligue des Champions, pas mal les stats, regardez bien. Donc 14 buts, il avait été buteur lors du match précédent, souvenez-vous, du côté de Lens, il avait été buteur malgré la défaite 2-1. Et 4 passes D sur ses 17 dernières rencontres de Ligue des Champions. Vraiment des très belles stats pour Gabriel Jesus. Donc il y a beaucoup de stats aussi, beaucoup de matchs joués, c'était bien sûr avec son ancien club de Manchester City. Et côté en face, côté adversaire, donc Séville. Donc Séville, voilà, ça pas fort en Ligue des Champions, c'est que c'est une équipe programmée pour l'Europa League. Il pourrait peut-être être reversé en Europa League, on ne sait jamais. On va parler de Ramos, les gars, qui a joué comme hier son 140e match de Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Et il a toujours été titularisé lors des rencontres, à chaque fois qu'il était dans un effectif d'une équipe qui jouait la Ligue des Champions, à chaque fois titulaire, Sergio Ramos. Donc voilà, 140 matchs de Ligue des Champions. Une immense légende, le joueur espagnol. Du coup, le classement de ce groupe B. Donc Arsenal retrouve la première position avec 6 points sur 9. Donc Lens juste derrière 5 points. Puis après, il y a un petit creux. C'est pour ça que Lens, les gars, s'il ne perd pas Lens la semaine dans 2 semaines du côté du PSV, un nul sera un bon résultat. Parce qu'il y a 3 points après d'écart avec Séville 2 points et le PSV 2 points. Donc voilà, c'est totalement jouable pour Lens, bien sûr, de se qualifier pour les 8e de finale. On continue avec la Ligue des Champions. On va parler d'un autre groupe, le groupe du Real Madrid qui jouait du côté de Braga. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo lundi, c'était mon prono score exact. J'avais dit 2-1 pour le Real. Il y a eu 2-1, les gars. Donc Rodrigo et Jude Bellingham, les 2 buteurs côté Real Madrid contre un but de Diallo côté portugais. Et du coup, nouvelle victoire du Real Madrid. Donc les stats de la partie, ça a été un Real Madrid efficace. Déjà plus de 6 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. L'équipe de Braga, moins de tirs cadrés. Seulement 2 tirs cadrés. Et une frappe qui a fini au fond des filets. Et du coup, le Real Madrid, voilà, pour l'instant, c'est carton plein dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. 3 matchs, 3 victoires. Du coup, 9 points pris sur 9 possibles pour le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc voilà, le Real Madrid très bien parti pour se qualifier de nouveau en 8e de finale et surtout terminer en tête. C'est l'objectif, bien sûr, du Real, terminer en première position à chaque fois des phases de poule de la LDC et avec 3 victoires en 3 matchs. Ça sent bon pour les Madrilènes. On va parler d'un joueur où ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Ça fait plaisir pour lui. C'est Rodrigo qui n'avait plus marqué avec le Real Madrid depuis le 12 août dernier. C'est simple, c'était lors de la première journée de Liga. 12 août, les gars, ça fait déjà plus de 3 mois qu'il n'avait pas été buteur, 2 mois et demi. Et enfin, il a été buteur. Il met fin à une dizaine de 11 matchs d'affilée sans marquer. Rodrigo, félicitations à lui. Et avec son nouveau but en Ligue des Champions, il monte son total quand même à 16 buts en Ligue des Champions. Rodrigo, pas mal. Et surtout, c'est un joueur, on a l'impression, formaté pour la Ligue des Champions. Regardez, Rodrigo a inscrit 16 buts en 42 matchs de Ligue des Champions. Et en Liga, il en a inscrit 17, donc un but de plus, mais en 118 matchs de Liga, de championnat, donc avec quasiment 3 fois match en plus, et il a quasiment le même nombre de buts inscrits. Donc voilà, il aime trop cette compétition, la Ligue des Champions, le joueur Rodrigo. On va parler de l'autre buteur. Donc il y a eu Rodrigo, mais il y a eu aussi Jude Bellingham, et c'est Sam Bellingham lors de ses 3 premiers matchs du côté du Real en Ligue des Champions, à chaque fois buteur contre Union Berlin. En plus, il avait été une victoire 1-0 à la 93e minute de jeu, c'est lui qui avait marqué le but. Contre Naples, il avait été également buteur, et contre Braga hier. Donc voilà, incroyable. Il a aussi délivré une passe D lors un de ces 3 matchs-là. Donc 3 buts et une passe D pour ces 3 premiers matchs en Ligue des Champions avec le Real. Exceptionnel, Jude Bellingham. Et Bellingham, les gars, ses stats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Donc 12 matchs, 11 buts et 3 passes décisives.
Hein, c'est pas mal, n'oubliez pas qu'il joue pas il joue pas numéro 9, il joue plutôt milieu offensif numéro 10. Il a des stats comme ça, il a des stats quasiment d'un numéro 9, Jude Bellingham. Et Vini Junior, donc il a joué, Vini Junior, il aurait même pu marquer. Donc la position de Vini qui s'est vu refuser son but pour hors-jeu ce soir, donc ça se joue à une question de millimètres. Voilà, regardez. Puis du coup, le but n'a pas été valable. Bon, pas de conséquences, hein, vu que le Real Madrid s'est imposé 2-1, mais ça aurait pu faire 3-1 si bien sûr le but aurait été valable. Et toujours avec cette rencontre, hein, donc plusieurs joueurs du Real Madrid ont dû intervenir après le coup de sifflet final suite à une altercation entre Antonio Rudiger et un joueur de Braga. Je ne sais pas c'est qui le joueur de Braga qui s'est embrouillé avec Rudiger, le défenseur allemand du Real Madrid. Mais voilà, ils ont dû, les joueurs du Real ont dû séparer les deux, hein, parce que voilà, c'était très très chaud à la fin de la rencontre. On va parler de l'autre match, les gars, c'est entre Union Berlin et le Napoli. Et c'est le Napoli qui s'est imposé 1-0 grâce à Raspadori, l'unique buteur de la rencontre. Donc petite victoire, mais une victoire qui donne 3 points de plus pour l'équipe de Naples. Hein. Donc voilà, les stats de la partie. Bon, il ne s'est pas passé grand chose. Hein. Quand on voit déjà les tirs, en tout, il y a eu 15 tirs dans le match. Les deux équipes cumulées et 2 frappes cadrées. Une frappe cadrée pour Berlin, une frappe cadrée pour Naples, et c'est Naples qui a été plus efficace. Donc ouais, c'est pas passé grand chose, c'est Naples qui réalise la très bonne opération. Et le meilleur joueur de la partie, parce que c'est lui qui a reçu ce trophée du meilleur joueur du match, alors que ça a été un match très fermé, c'est Kvaratskhelia qui a été élu homme du match, hein, de ce Union Berlin Naples. Et côté Union Berlin, donc eux ça va pas du tout. Hein. C'est vrai que cette saison, ils jouent la Ligue des Champions, la première fois de leur histoire. Bon, ils ont fait 3 matchs, 3 défaites en LDC, et c'est vrai qu'ils restent sur une sale série de 9 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Donc championnat plus Ligue des Champions, 9 défaites d'affilée, 5 buts inscrits seulement et 20 buts encaissés. Je crois qu'ils sont 15e de Bundesliga actuellement, ils sont derniers de leur poule de Ligue des Champions. C'est une catastrophe actuellement. L'équipe de Union Berlin qui avait terminé comme le top 4 de la Bundesliga saison dernière, mais là c'est très compliqué pour eux. Toujours avec ce groupe C, du coup un classement, vu qu'on a parlé des deux rencontres d'hier. Donc le Real Madrid en tête, 9 points pris sur 9 possibles. Le Napoli, deuxième 6 points. Braga, troisième 3 points. Et Union Berlin qui a tout perdu à la dernière position. On va parler d'un autre groupe, c'est le groupe de l'Inter Milan. Tout d'abord l'Inter contre l'équipe de Salzbourg, ça s'est fini à 2-1 pour le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Donc Alexis Sanchez, buteur, et Çalhanoğlu, buteur, contre un but de Gluck. Voilà, côté autrichien. Donc belle victoire de l'Inter Milan. Donc les stats de la partie. On peut voir que Red Bull Salzbourg a le plus de tirs cadrés. 6 tirs cadrés pour Salzbourg, seulement 1 but inscrit. Alors que l'Inter est efficace. 3 tirs cadrés, 2 buts. Parce que je ne vois même pas les tirs, je regarde surtout les tirs cadrés. C'est ce qui est le plus important. Et voilà, l'Inter a été beaucoup plus efficace que l'équipe autrichienne. Le meilleur joueur du match, c'est Hakan Çalhanoğlu qui a été élu homme du match de cette rencontre entre l'Inter et Salzbourg. Félicitations lui, buteur. Et l'autre buteur, les gars, c'est Sanchez, c'est lui qui a ouvert le score lors de ce match. Et Sanchez a ouvert le score face à Salzbourg hier soir en Ligue des Champions. L'ancien Marseillais a marqué tout simplement son premier but depuis son départ de l'OM. Il n'avait toujours pas été buteur depuis son retour à l'Inter Milan. Voilà, donc félicitations à Alexis Sanchez. On va parler de l'autre match de la même poule. Entre l'Inter et Salzbourg. Donc c'est entre le Benfica et la Real Sociedad, et c'est la Real Sociedad qui s'est imposée 1-0 du côté du Benfica. Mendes, l'unique buteur de la rencontre. Benfica, ça va pas fort, je vais vous montrer juste après. La Real Sociedad, ça va plutôt bien avec cette victoire 1-0. Donc les stats de la partie, donc les tirs cadrés ont été plus côté Benfica, mais c'est bien la Real Sociedad qui a été buteur sur une de ces 2 tirs cadrés. Ça a trouvé le chemin des filets, alors qu'il y a eu 4 tirs cadrés du Benfica, aucun but inscrit. Et pour vous dire que le Benfica, ça va pas fort. Le Benfica, cette saison, c'est 0 points. Ils ont perdu les 3 matchs. Comme on parlait d'Union Berlin juste avant, eux aussi. 3 matchs, 3 défaites pour le Benfica. Mais pas que la saison dernière, ils avaient atteint quand même les quarts de finale ils avaient perdu contre l'Inter Milan, mais ils avaient atteint au moins les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils avaient même terminé devant le Paris Saint-Germain en phase de poule. Et là, c'est une catastrophe. 3 défaites en 3 matchs de Champions League. Du coup, le classement, donc la Real Sociedad en tête avec l'Inter Milan. Les deux équipes sont bien parties pour se qualifier avec 7 points, 4 points d'avance sur Salzbourg qui est 3e, et le Benfica qui déçoit énormément à cette saison en Champions League, 0 points. Donc ils vont essayer d'accrocher. Au mieux, ça sera peut-être l'Europa League, être versé en Europa League, parce qu'accrocher une place en LDC, c'est compliqué. Ils ont déjà 7 points de retard, il lui reste plus que 9 points à donner. Mathématiquement, c'est encore jouable, mais ça sera très compliqué pour l'équipe du Benfica. Et on finit avec le tour bien sûr de la Ligue des Champions hier avec la dernière poule. Et Manchester United contre Copenhague. Donc Manchester United, on se souvient des 2 premiers matchs, avaient été 2 défaites. Contre le Bayern 4-3 et contre Galatasaray 3-2. Et cette fois-ci, c'est eux qui gagnent avec un but d'avance. Donc 1-0 contre Copenhague. Donc Karim Maguire, l'unique buteur du match à la 71e minute de jeu. Ils ont eu très chaud Manchester parce que Copenhague a eu un pénalty à la 98e minute.
du match, donc il ne restait plus rien, penalty, et en gros ça a été arrêté par André Onana. Heureusement, sinon ça aurait fait match nul pour Manchester United. Du coup, ça fait 1-0, ça fait 3 points, leurs 3 premiers points pour cette saison de Ligue des Champions. Les stats de la partie, c'est quasiment pareil. Regardez, seulement un tir de plus pour Manchester que Copenhague, mais 4 tirs cadrés pour les deux équipes. Et c'est Manchester qui a été plus efficace que les Danois. Et les deux sauveurs des Red Devils, c'est deux joueurs en plus qui sont en grande difficulté depuis le début de saison. Donc André Onana, on sait qu'il déçoit quand même depuis le début de la saison. Il a sauvé Manchester hier avec son arrêt lors du penalty en toute fin de match. Et Harry Maguire qui déçoit cette saison et qui est depuis pas mal de temps beaucoup critiqué, tout ça. Et c'est lui, les gars, qui a été le buteur du match. Donc voilà, les deux sauveurs sont ces deux-là, alors que c'est deux joueurs qui vivent actuellement des périodes très compliquées. Donc Maguire, seul buteur, et Onana sauve un penalty. Donc voilà, par rapport à ces deux joueurs extrêmement critiqués depuis pas mal de temps, c'est eux qui ont sauvé Manchester. Donc tout d'abord, André Onana qui lance enfin sa saison. On espère pour lui avec cet arrêt décisif en fin de match, bien sûr. Sinon, ça aurait fait égalisation. Et Manchester aurait fait un point partout, voilà, avec l'équipe de Copenhague. Et dans sa carrière, c'est vrai que c'est un exercice où il est plutôt bon quand même dans les pénaltys. Onana a repoussé 24% des pénaltys auxquels il a dû faire face. C'est pas mal, quasi 1 sur 4. Donc voilà, je trouve que c'est une belle stat parce qu'on sait que souvent les pénaltys sont souvent marqués. Voilà, il donne arrête quand même 1 sur 4 des pénaltys en moyenne, André Onana. Et il a dit à la fin de match, en conférence de presse, je fais juste mon travail, d'avoir arrêté ce pénalty. Donc on est content pour lui, on espère qu'il va enfin lancer sa saison parce qu'on sait qu'il a fait pas mal de boulettes depuis le début de son arrivée à Manchester United. Et l'autre joueur beaucoup critiqué, c'est Harry Maguire, et c'est que ça va mieux pour Maguire, buteur hier. Mais lors du match contre Sheffield le week-end dernier, il avait été élu homme du match, j'en ai parlé en plus, c'était lundi dans l'épisode où on parlait de tous les résultats du week-end, j'ai dit qu'il a été élu homme du match. Puis là, marque et offre la victoire à Manchester United hier, donc voilà, ça se passe plutôt bien là, les deux derniers matchs pour Harry Maguire. Maintenant, il faut qu'il soit constant, régulier pour les futures rencontres. Et l'émotion de Maguire après son but décisif hier soir, il a dit « Je suis vraiment fier de la façon dont j'ai agi au cours des 6 à 12 derniers mois. Manchester est le club le plus suivi, ça a été très dur, mais je veux juste être ici pour aider l'équipe et ramener ce club où il doit être, au sommet tout simplement. » On lui souhaite bonne chance, bien sûr, aux défenseurs anglais. Le meilleur joueur du match, donc c'est ni Onana qui a arrêté le penalty, c'est ni Harry Maguire qui a marqué, c'est plutôt Christian Eriksen, les gars, qui a reçu le prix du meilleur joueur de la partie. Félicitations aux joueurs danois. Toujours sur cette rencontre hier, donc on a eu le droit à du temps soustractionnel ce soir en Ligue des Champions, c'est que c'est plutôt rare. Donc l'arbitre de la rencontre Manchester United Copenhague a décidé de siffler la mi-temps 15 secondes avant la fin du temps réglementaire. Regardez, c'était à la 44e et 43 secondes, il a sifflé la mi-temps. Normalement, il y a toujours au moins 45, voilà, mais là, 15 secondes avant, il a déjà sifflé la mi-temps. Donc c'est plutôt rare quand même. Voilà ça. Toujours sur ce match hier du côté de Old Trafford. Donc une minute de silence a été respectée à Old Trafford dans la mémoire de Sir Bobby Charlton, un légende de Manchester United et du football anglais, décédé récemment. C'était samedi dernier qu'il est décédé. Bien sûr, il y avait une minute de silence par rapport à cette légende qui a gagné la première Ligue des Champions de l'histoire de Manchester United. Il a gagné également la Coupe du Monde 1966 avec l'Angleterre. Donc on pense fort bien sûr à lui et à sa famille. Et côté adversaire, côté Copenhague, les gars, on va juste parler de ce joueur, les gars, une pépite, il s'appelle Elias Achouri. Donc c'est un joueur tunisien, il a fait un gros match malgré la défaite de son équipe Copenhague. Deux joueurs ayant réussi le plus de dribbles du match. Lors du match Manchester-Copenhague, c'est lui qui a réussi le plus de dribbles, des occasions créées, 7 duels gagnés, 2 foot subis, grosse prestation de sa part. Un joueur qui pourrait peut-être aller dans une grosse équipe européenne la saison prochaine. On va parler de l'autre match dans la même poule que Manchester et Copenhague. C'était entre le Galatasaray et le Bayern Munich. Et c'est le Bayern Munich qui s'est imposé 3-1 du côté du Galatasaray. Je me souviens aussi que c'était mon score exact dans la vidéo lundi soir que je vous ai partagé. Donc le Bayern 3-1, donc Kingsley Coman, Harry Kane et Musiala, les 3 buteurs contre un but de Icardi. Panenka, il a tenté la Panenka, il perdait 1-0. Panenka réussit. Donc voilà, du coup ça fait quand même 3-1 pour le Bayern Munich. Donc les stats de la partie, donc les tirs, il y a eu plus de tirs côté Galatasaray, mais les tirs cadrés ont été plus côté Bayern Munich. 6 tirs cadrés pour le Bayern, 3 buts. Et 4 tirs cadrés pour le Galatasaray, 1 but inscrit. Donc la possession pareil, 50-50 pour les deux équipes. Et le Bayern avec cette nouvelle victoire à l'extérieur en phase de poule, c'est un record. Donc le Bayern devient la première équipe de l'histoire de la Ligue des Champions à remporter 8 matchs consécutifs en phase de groupe
à l'extérieur. Donc là, contre Galatasaray, il y a eu Copenhague 2-1, il y a eu le FC Barcelone la saison dernière 3-0, il y a eu Victoria Pilsen 4-2, l'Inter 2-0, ils avaient gagné, Dynamo Kiev 2-1, Benfica 4-0 et le Barça, il y a 2 ans, ils avaient aussi dans le groupe du Barça 3-0 également. Donc voilà, 8 victoires d'affilée à l'extérieur en phase de poule, c'était jamais arrivé pour une équipe. Le Bayern le fait, ce magnifique record, et toujours avec un autre record, parce que là c'est un record qui se poursuit pour eux. Donc le Bayern n'a perdu aucun de ses 37 derniers matchs de phase de poule de Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, ça commence je sais plus c'est contre qui ils avaient perdu en gros leur dernier match. Donc les Bavarois sont sur 16 victoires consécutives en phase de groupe, dont 8 victoires à l'extérieur. Bon, il y a aussi 8 victoires à domicile, et ce qui fait 16 victoires d'affilée en phase de poule. Ils sont tout simplement injouables. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Manchester City favori, mais bien sûr le Bayern, comme chaque année, est une équipe favorite pour remporter l'édition de la Ligue des Champions. Le meilleur joueur du match, c'est lui, ça fait plaisir vu que c'est un joueur français, c'est Kingsley Coman qui a remporté le prix du meilleur joueur de la partie. Félicitations à lui, buteur, c'est lui, le premier buteur du match. Et Coman, les gars, il est sur les 5 derniers matchs, 5 buts, c'est pas mal, alors qu'il n'avait pas réussi à marquer durant tout le mois de septembre, aucun but. Pourtant il y a eu pas mal d'occasions au mois de septembre, pas mal de matchs joués, mais là sur ces 5 derniers matchs au mois d'octobre, 5 buts pour lui, dont le but en équipe de France qu'il a pu marquer là, c'était il y a quelques jours, je crois que c'était contre l'Écosse. On va parler d'Harry Kane. La saison d'Harry Kane, donc c'est buteur également, Harry Kane. Donc 10 matchs et 11 buts et 6 passes décisives. Donc adaptation totalement réussie pour Harry Kane du côté de son club. Et il est complètement choqué par l'atmosphère du côté du Galatasaray, parce qu'il a dit c'est la première fois que je viens à Istanbul jouer du côté du stade du Galatasaray. Il y avait une ambiance et un son incroyable. Je pense qu'après le match, je vais lentement recommencer à entendre, mais je ne suis pas tout à fait sûr. C'est vrai qu'on sait que l'ambiance est énorme là-bas du côté du Galatasaray. Et voilà, vraiment il dit qu'il n'entendait plus rien à la fin du match, tellement qu'il y avait tellement que l'ambiance était chaude du côté de ce stade. On va parler de Jamal Musiala, également buteur, quel joueur comme ce Musiala. Donc il a été décisif dans chacune des rencontres du Bayern en Ligue des Champions cette saison. Donc c'est simple, 2 buts et 2 passes décisives en 3 matchs. Le bilan est bon et même très bon, décisif sur 4 buts en 3 matchs pour la pépite allemande Jamal Musiala. Et côté en face, côté Galatasaray, Icardi, j'ai dit buteur sur Panenka, et il nous fait un début de saison incroyable. Donc 16 matchs, toutes compétitions confondues, pour 15 buts inscrits, 2 passes D. Les stats sont quand même énormes, il est quasiment un ratio de un but par match, Mauro Icardi. Et quand on pense quand même qu'il a été vendu par le PSG pour seulement 10 millions d'euros au Galatasaray, voilà, quand on voit maintenant ce qu'il fait, c'est vrai que peut-être sa valeur actuellement a peut-être triplé, peut-être il coûte peut-être 30-40 millions d'euros. Bien sûr, le PSG l'avait vendu seulement 10 millions d'euros au club turc. Du coup, le classement de ce groupe A. Donc le Bayern en tête, 9 points pris sur 9 possibles. Ils sont déjà quasiment qualifiés, puis quasiment la première place, ils ont déjà 5 points d'avance au deuxième qui est le Galatasaray. Donc voilà, le Bayern en plus avec 16 victoires d'affilée en phase de poule, donc il n'y a pas de souci, ils seront qualifiés. Donc Galatasaray deuxième, Manchester United, heureusement qu'ils ont gagné, qu'ils n'ont pas concédé nul, du coup 3 points. Et Copenhague quatrième. Donc le match retour, par exemple Bayern Galatasaray, ça sera de mercredi 8 novembre dans exactement 2 semaines. Du coup, tous les résultats, j'avais parlé de tous les matchs des rencontres d'hier. Donc voilà, bon, je ne vais pas parler de tous les matchs, j'en ai déjà tout parlé des rencontres. Donc le programme maintenant du jour, parce que là on est seulement à la mi-temps des matchs de Ligue des Champions pour cette 3e journée. Donc toutes les rencontres du jour. Donc le Barça à 18h45 contre le Shakhtar, les 2 matchs, la Feyenoord et Barça à domicile, ça sera 18h45. Après les 6 autres rencontres, ça sera 21h. Le PSG Milan, on va parler juste après. City ira défier les Young Boys de Berne, Porto du côté de Antwerp, Newcastle contre Dortmund, ou Leipzig contre l'Étoile Rouge de Belgrade, ou l'Atlético du côté du Celtic, pour être complet sur cette journée. On va parler maintenant du Paris Saint-Germain contre l'AC Milan. Pour moi, c'est la plus grosse affiche. Vraiment, bon, il y a des belles affiches, Newcastle, Dortmund, tout ça, mais pour moi, la plus belle reste quand même PSG Milan AC. C'est quand même une rencontre plutôt inédite. C'est vrai qu'on a vu souvent des PSG Barça les années précédentes, des PSG Bayern, mais très rarement des PSG Milan AC. Voilà, donc c'est ce soir. Et le collectif Ultra Paris annonce sa volonté de mettre une ambiance de malade ce soir face à Milan. Donc il y a eu un communiqué officiel de la part du CUP, Paris du PSG, et ils ont dit il ne sera pas tolérable de ne pas se donner à 10 000% pour ce match. Nous devons tout donner pour faire rayonner notre ville et faire perdurer la ferveur qui anime actuellement notre tribune. Nous voulons faire de cette rencontre une référence en termes d'ambiance dans l'histoire du virage Auteuil. Un virage Auteuil était fermé lors du dernier match contre Strasbourg. C'était par rapport au chant homophobe qu'il y avait eu après le Classico, un PSG-OM. Souvenez-vous, ils avaient été du coup sanctionnés avec un match à huis clos, ça avait été celui-là, mais ce soir le virage Auteuil va être rempli, sera guichet fermé bien sûr, et il y aura normalement une énorme ambiance ce soir.
On a hâte de voir ça. 21h, n'oubliez pas le coup d'envoi. Donnarumma en conférence de presse hier, il a dit ça va être un match très spécial parce qu'oubliez pas qu'il jouait à l'époque du côté de l'AC Milan. En plus, il était parti en plus gratuitement du côté du PSG. Il avait été beaucoup critiqué parce qu'il y en a qui avaient dit qu'il choisissait l'argent. Peut-être, on ne sait pas. Bref, donc c'est un match spécial pour lui. Mais je dois garder le contrôle sur mes émotions et me concentrer sur le match. Il a parlé aussi de Mike Maignan qui sera titulaire en face. Donc c'est un gardien de but fantastique, le titulaire de l'équipe de France. Je suis très content pour lui. Il y a un énorme respect entre nous et je lui souhaite vraiment bonne chance pour le match à venir et pour ce qu'il se passera également avec l'équipe de France. Le beau message comme de Donnarumma envers Mike Maignan. C'est vrai que Mike Maignan, on le connaît tous, vu que c'est le gardien de l'équipe de France. N'oubliez pas qu'il a été formé au Paris Saint-Germain, Mike Maignan, l'équipe qui l'affrontera ce soir. Concernant Giroud, qui sera peut-être titulaire, on verra. Donc Giroud, on n'espère pas qu'il va retrouver le chemin des filets parce que ça fait quand même 10 matchs d'affilée où il n'a pas été buteur, Giroud. Donc Giroud va-t-il retrouver les filets ce soir face au PSG? Peut-être, on n'espère pas pour le PSG. Concernant Kylian Mbappé, donc la mère de Kylian Mbappé raconte la passion de son fils pour l'AC Milan lorsqu'il était enfant parce qu'Mbappé, on sait qu'il a toujours eu le Real Madrid en tête, mais aussi l'AC Milan, c'est un grand fan de l'AC Milan à l'époque, et quand il rentrait à la maison, il ne parlait que de l'AC Milan. S'il perdait, il pouvait jeter la télécommande contre la télé, parce qu'il regardait tous les matchs de l'AC Milan, et s'il perdait, il devenait fou, il prenait la télécommande, il la balançait sur la télé, et il disait même des insultes en italien. Voilà, donc il va jouer contre cette équipe de Milan ce soir, Kylian Mbappé. Luis Enrique est également en conférence de presse, donc à peine agacé par une question sur le Ballon d'Or, donc on sait qu'il est... Quand il est en interview, en conférence de presse, voilà, on a l'impression que ça le fait chier à chaque fois. Luis Enrique. Et le journaliste, votre favori pour le Ballon d'Or, Luis Enrique, il a dit je ne sais rien. Voilà, il ne voulait même pas répondre. Voilà, toujours blasé. Luis Enrique. Concernant un autre entraîneur, c'est Didier Deschamps qui sera au Parc des Princes ce soir parce qu'il va regarder le match parce qu'il y a pas mal de Français. Regardez quelques Français qui pourront observer que donc Colomani, Dembélé, Mbappé, Hernandez, Warren Zaïre, Barcola, Giroud, Hernandez, Mike Maignan et Kalulu. C'est pas mal de Français qui seront sur la pelouse du Parc des Princes. Et concernant les compos probables, je vais vous montrer tout d'abord la compo du journal Le Parisien. Ça pourrait être ça, la compo. Donc la défense et le gardien, bon, ça ne bouge pas par rapport aux autres matchs. Donc un dispositif en 4-3-3 avec Vitinha, Ugarte, Warren Zaïre s'il tient sa place parce qu'il était incertain. N'oubliez pas qu'il avait été forfait lors du dernier match, ou Fabien Ruiz. Et devant Mbappé, Colomani, Dembélé. Donc ça, c'est le journal Le Parisien quand on voit ça aujourd'hui, leur compo. Donc la compo cette fois-ci du journal L'équipe, c'est pas le même journal. Donc eux, c'est ça. Bon, la défense et gardien, ça bouge pas. Donc là, déjà, ce serait un 4-2-4. On se souvient le 4-2-4 qui avait été mis contre Newcastle, on sait comment ça avait fini. Donc avec Zaïre, Ugarte au milieu de terrain, une attaque quasiment à 4, Dembélé, Ramos, Mbappé et Kanguinli qui pourrait être titulaire d'après le journal L'équipe. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport, bien sûr qui m'a parlé du match de l'AC Milan. Donc ils mettent Giroud, voilà, déjà titulaire à côté AC Milan, mais aussi un 4-2-4 peut-être. Donc la défense et les gardiens, ça bouge pas. Avec Vitinha, Ugarte, deux milieux et une attaque à 4, donc Dembélé, Ramos, Mbappé et Bradley Barcola en attaque. Donc voilà, bon, moi j'espère un 4-3-3, j'espère pas un 4-2-4, c'est trop il y a trop de lacunes pour un 4-2-4, il faut que les attaquants défendent et ils défendent pas, c'est des attaquants du côté de Paris, donc on verra, voilà, 3 compos différentes, le journal Le Parisien, le journal L'équipe et le journal La Gazzetta dello Sport. On va parler du Barça qui joue à 18h45. Regardez les joueurs convoqués, beaucoup d'absents. Rafinha, Lewandowski, Pedri, Jules Koundé, Sergi Roberto, Gavi. Gavi, il n'est même pas dedans, je crois. Gavi aussi, je ne sais pas ce qu'il a. Donc, parce qu'il doit être suspendu. Gavi il avait pris un rouge lors du dernier match. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'absents. Bon, après, il y a des jeunes comme Fermin Lopez, comme Lamine Yamal, comme le Marc Guihu qui a été buteur il y a quelques jours, tous présents. Donc 18h45, la rencontre du Barça. On va parler de la Ligue des champions asiatiques et l'équipe de Cristiano Ronaldo Al Nassr qui joue contre Al Douaï. Al Douaï, le nouveau coach, c'est Christophe Galtier. On en avait parlé il y a quelques semaines. Et du coup, Al Nassr s'est imposé 4-3 contre l'équipe de Al Douaï qui avait fini champion du championnat du Qatar la saison dernière. Donc Talisca buteur, Mané buteur et surtout le doublé de Cristiano Ronaldo, dont un magnifique but. Il nous a marqué un but, je ne sais pas si vous avez vu son but, pied gauche, lucarne opposé. Il y a vraiment actuellement, c'est l'impression, c'est Cristiano Ronaldo prime. Il marque chaque match, il marque des buts et même des doublés là. Donc les stats de la partie, bon, ça a été un Al Nassr efficace, 10 tirs, 5 tirs cadrés, 4 buts inscrits. Il y a eu seulement un arrêt du gardien de Al Douaï. En plus, Al Douaï a eu plus de tirs, 16 tirs, 7 tirs cadrés pour eux, mais ils ont marqué moins de buts. Donc belle victoire de l'équipe de CR7 et 2 buts et une passe D. C'est avec Ronaldo, double buteur et une passe D. Donc décisif sur 3 des 4 buts inscrits par l'équipe de Al Nassr. Donc à 38 ans, on a l'impression qu'il a 22 ans, Cristiano Ronaldo. Donc il a été décisif à 13 reprises sur ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, si on prend en compte aussi la sélection portugaise. Ronaldo, les gars, ça fonctionne très bien. Là, il marque beaucoup de buts.
Et depuis le 1er janvier, il a 45 matchs, 43 buts et 10 passes D. Même Haaland ou même Mbappé font moins bien que Cristiano Ronaldo à 38 ans. Pour vous montrer bien sûr les stats exceptionnelles de CR7 et Al Nassr avec cette victoire. 3 matchs, 3 victoires. Ils sont en tête bien sûr des phases de poule de la Ligue des Champions asiatique. On va parler de la Ligue des Champions Juniors parce que Lens jouait la Youth League contre le PSV et ça s'est fini à une victoire 2-1 pour les Lensois. Donc félicitations pour les buteurs, des joueurs que personne ne connaît vu que c'est des jeunes joueurs, c'est des centres de formation qui s'affrontent. Et félicitations à Lens parce que Lens, les gars, c'est 3 matchs, 3 victoires. Ils ont gagné aussi contre Séville et contre Arsenal. Donc les 100 s'imposent. Ils sont très bien partis pour se qualifier pour la suite, les 8e de finale de la Ligue des Champions Juniors. Donc Lens 9 points devant le PSV 4 points, Séville 4 points et Arsenal 0 points. C'est vrai que le centre de formation de Arsenal, pour l'instant, c'est que des défaites. Et sinon, tous les autres résultats des matchs de Youth League, Ligue des Champions Juniors qui se sont déroulés hier avec, je sais pas, la victoire de Union Berlin contre Naples, la victoire du Benfica contre la Real Sociedad ou la victoire, par exemple, je sais pas, de Copenhague du côté de Manchester United. On prend la direction de Lyon. C'est que Lyon actuellement c'est une catastrophe niveau résultat et aussi ce qui se passe dans le club. Et Grosso annule l'entraînement et cherche la taupe. Donc coup de théâtre du côté de Lyon. L'entraîneur italien Fabio Grosso, très remonté contre une sortie de Jérôme Roten, j'en ai parlé hier pour ceux qui ont suivi l'épisode, a réuni ses joueurs pour obtenir des explications puis a annulé la séance de l'après-midi. Donc un petit rappel de la déclaration de Jérôme Roten qu'il avait dit. Voilà, sur Grosso, j'ai essayé d'avoir des gens du vestiaire au téléphone et je les ai eus. Je ne vais pas dire les noms pour pas balancer, mais Fabio Grosso est déjà sur la sellette. Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir. Il y a des joueurs expérimentés, très expérimentés, qui m'ont même dit qu'il était peut-être l'un des entraîneurs les plus nuls qu'ils avaient pu avoir. Il s'est mis tout le monde à dos. S'il garde cet entraîneur, ils sont morts, ils vont dégringoler. Et en gros, il a entendu ces déclarations-là. Fabio Grosso, il a voulu savoir qui avait dit ça à Jérôme Roten. Et du coup, il voulait savoir qui était la taupe, tout simplement, très remonté par les propos de Roten. Fabio Grosso a réuni son groupe pour identifier la taupe, pour rappel, un certain joueur qualifié du pire entraîneur qu'il a eu. Et du coup, il n'a pas trouvé, parce que personne a voulu se dénoncer et dire que oui, c'était moi, en gros, qui avait appelé Roten pour dire que c'était un entraîneur nul. Et Roten, les gars, hier encore dans son émission Roten sans flamme, tous les soirs, mais il a réagi par rapport à ça. Donc il répond à Grosso: je suis très surpris que l'entraîneur décide de chercher la fameuse taupe. Quand tu rentres dans un vestiaire, tu sais que des choses peuvent sortir, tu ne sauras jamais qui a parlé, qui a dit quoi, puisque bien sûr Roten ne va pas dire sa source, il ne va pas balancer. C'est une perte de temps, tu prends beaucoup plus d'énergie à essayer de savoir qui a parlé plutôt que de mettre en place un plan sportif. Donc voilà, c'est complètement lunaire les gars ce qui se passe du côté de l'Olympique lyonnais. Et Tony Vérel, les gars, ancien joueur de Lyon, à propos de Grosso, sa réaction d'essayer de trouver la taupe montre vraiment qu'il est à côté de la plaque. Vous êtes d'accord ou pensez-vous plutôt que ce genre de confession dans ce contexte nuit gravement au club? Peut-être, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est chaud actuellement ce qui se passe du côté de l'OL. Et toujours avec Lyon, prochain match, n'oubliez pas qu'il joue dimanche du côté de Marseille, c'est l'Olympico OMOL, et 600 supporters de Lyon seront présents du côté du Vélodrome dimanche soir. Et toujours avec Lyon, parce qu'il se passe beaucoup de choses, Michael Gerlinger pour être le nouveau directeur sportif, directeur plutôt du football à Lyon. Il vient de passer 18 ans au Bayern Munich et se retrouve favori dans la liste des candidats potentiels à l'Olympique Lyonnais pour prendre ce poste de directeur du football et pour remplacer, je crois que c'est Vincent Posso qui était l'ancien directeur du football du côté de Lyon. Et toujours avec Lyon, et le propriétaire de Lyon, John Textor, serait intéressé à l'idée d'acheter le club de Estoril qui pointe actuellement la dernière place du championnat portugais. L'Américain aurait d'ores et déjà visité les installations et doit maintenant se mettre d'accord avec l'actuel propriétaire. Pourtant, il a déjà beaucoup de choses à régler du côté de Lyon, mais voilà, lui, ce qu'il pense actuellement, c'est racheter un nouveau club. L'équipe qui est actuellement dernière du championnat portugais, l'équipe de Estoril. Donc, c'est que l'après Jean-Michel Aulas, ça fait mal du côté de Lyon. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec aussi une autre info complètement folle qu'on a appris. Mamadou Sakho, le défenseur de Montpellier, s'est battu avec Michel Derzakarian, le coach. Les deux sont venus aux mains. Donc pourquoi? Parce que Derzakarian a lancé à Mamadou Sakho: Mamad, tu es une pleureuse. Mais il n'a pas accepté ça, Sakho. Donc le défenseur lui a fait une balayette et a cassé la chaîne de la famille que le coach portait au cou, ce qui a provoqué une colère immense du coach. Et du coup, l'entraîneur est tombé au sol. Puis les deux hommes ont été séparés parce qu'ils étaient quasiment en train de se battre. Et du coup, les joueurs qui étaient à côté, bien sûr, ils ont séparé l'entraîneur et Sakho. Donc voilà, aussi du côté de Montpellier, c'est très chaud ce qui se passe actuellement. Et on finit avec ça, les gars, avec Lyon et l'équipe de Montpellier. Donc voilà l'épisode du jour, beaucoup de choses à dire avec la Ligue des Champions, avec les deux histoires là à la fin. Donc on se retrouve demain bien sûr pour faire le bilan cette fois-ci de toutes les rencontres de ce soir en Champions League. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.